accessoire. Le cercle RH, notre débat, on s'intéresse aujourd'hui à la parentalité. On en a beaucoup parlé sur ce plateau à l'occasion de la loi sur ces 25 jours pour les pères qui vont pouvoir s'occuper un peu plus longtemps encore de leur petit qui vient de naître. On en a parlé sur le plan juridique, c'était la semaine dernière. Et on en parle aujourd'hui de cette parentalité parce que c'est un confort de vie pour les mamans aussi, pour les papas. C'est aussi un levier de performance. Ça, c'est pas forcément facile à démontrer, mais on va essayer de vous en parler très concrètement sur ce plateau. Tiffaine Mayol, merci d'être avec nous. Vous êtes consultante en parentalité et équilibre des vies en entreprise et auteur de ce livre, La parentalité en entreprise expliquée à mon boss, édition Kawa. Je présente Françoise Cardozo parce que vous travaillez beaucoup ensemble, vous vous connaissez bien. Oui. Je dirais que vous êtes la main dans la main sur ce sujet. Vous êtes Health Innovation chez Danone, qui est une très grande entreprise. Et j'imagine que votre mission, on en parlera, c'est de travailler sur tous ces sujets, c'est de le faire percoler dans l'entreprise. Parce que rien que le titre de Tiffaine, quand on dit expliquer à mon boss, on voit comme ça un monsieur avec un cigare, un peu viril, derrière son bureau, et à qui vous expliquez gentiment ce que c'est d'être maman, père de famille ou mère de famille. Et puis, avec nous, Patrick Dumoulin. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Président de Great Place to Work, je l'ai bien dit ? Vous l'avez bien dit. Il faut taper sur le Great. Great Place to Work, c'est tout à fait ça. C'est ça. Vous travaillez évidemment sur tous ces sujets autour de la vie en entreprise. Il y a ce label, évidemment, on en parlera. Et puis un travail d'accompagnement des entreprises sur cette question de la parentalité, notamment. Vous travaillez sur l'inclusion et sur plein d'autres sujets. Merci en tout cas d'être là, avec des baromètres, des chiffres, des études, parce qu'il y a plein de choses qui ont été faites. D'abord, je vous pose une question un tout petit peu en hauteur, avant de rentrer dans le dur. Quand même, ce sujet, il est formidable, mais quand j'ai commencé à travailler le dossier, je me suis dit, mais ça touche que les grands groupes, ça touche que les grandes entreprises. Quand je pousse la porte d'une PME, avec des habitus très 20e siècle, le patron vous dit, quand tu rentres dans l'entreprise, on l'entend, hein, tu laisses au vestiaire ta vie de famille, tes enfants, tous tes problèmes, et tu viens bosser. Ça a existé, ça existe encore. Comment vous regardez cette espèce de dichotomie ? C'est-à-dire que ça, c'est le monde merveilleux qu'on va découvrir et qui est vraiment formidable. Mais c'est pas vrai partout. Non, je vous vois faire vrai ou pas vrai ? Non, je souris. Après, on parlera un petit peu plus du label que l'on a construit ensemble, le label Family Friendly Company. Label. Et parmi les entreprises pilotes, il y a Utopie, qui est une petite entreprise de 50 collaborateurs et qui est très engagée sur les sujets de la parentalité. Donc, je pense que ça peut être un contre-exemple à cette idée qu'on s'adresse uniquement aux grands groupes, puisque tous sont concernés. Il y a des très beaux exemples de petites entreprises, de grands groupes, et il y a encore beaucoup à faire dans d'autres entreprises. Vous lui dites quoi à Great Place to Work, au boss, au patron, qui est un peu hésitant? On l'entend, le patron, quand on discute avec lui, qu'on prend un café, il dit là, on est quand même très embêté. Il dit quand même là, je vais devoir faire revenir mes salariés au travail. Au moment où on parle télétravail, parentalité, il faut faire revenir le cheptel devant les postes de travail. C'est très troublant comme attitude et comme mot d'ailleurs. Alors j'irai aussi à la patronne et au patron. Je ne vais pas m'adresser qu'au patron. Concernant la parentalité, je crois que c'est une volonté clairement exprimée dans l'entreprise, de la part des dirigeantes et des dirigeants, d'accueillir comme une très bonne nouvelle le fait que des jeunes femmes puissent annoncer qu'elles sont enceintes. Vous parlez de petites entreprises, Great Place to Work, c'est 35 personnes. La semaine dernière, Claire, une de mes collaboratrices, est venue me dire qu'elle était enceinte de jumeaux. Ça a été la fête toute la journée dans l'entreprise. Ces personnes que vous évoquez... Parce que c'était les jumeaux ou parce qu'elle était enceinte? Non, parce qu'elle était enceinte. Parce qu'elle était enceinte. Bon, d'accord. En plus, parce qu'il y avait des jumeaux. Et puis, je crois que les personnes que vous avez évoquées ont un comportement aujourd'hui qui n'est plus adapté à la situation actuelle et qui est un tantinet rétrograde les concernant. D'accord, donc c'est bien de l'entendre. Il y a quand même un côté vieille école, quoi, l'entreprise un peu patriarcale où on laisse tout. Comment ça se passe chez Danone? Parce que vous portez ces questions-là. Donc vous avez des échanges, et bien avec le board sur tous ces sujets. C'est totalement intégré dans l'entreprise Danone? Absolument. Et moi, je commencerai déjà par donner ma propre expérience. Moi, j'ai été embauchée il y a 14 ans chez Danone. J'étais enceinte. Et en fait, j'ai refusé au début le poste parce que je me suis dit, je suis enceinte. Et en fait, on m'a dit, mais on ne comprenait pas, mais pourquoi vous refusez? Et j'ai dit, parce que je suis enceinte. On m'a dit, mais c'est pas grave, c'est juste de l'organisation. Voilà, donc c'est déjà un exemple pour moi où j'étais scotchée quand même. Ça vous a... oui, parce que je me suis dit, voilà, c'est quand même assez étrange. Dans quelques mois, je suis en congé maternité. On m'a juste dit, mais une grossesse dans une carrière, finalement, qu'est-ce que c'est ?
ça peut être un tremplin. Ouais, ça fait du bien à entendre, hein, parce Voilà. que toutes les femmes disent pas ça. Hein. Non, mais du coup, j'ai eu 4 enfants chez Danone. mais oui, effectivement, c'est des Merci sujets. Danone, donc. Voilà, c'est des sujets extrêmement importants qui sont beaucoup portés aussi par effectivement le management. Hein. C'est une volonté. Pour nous, être parents, c'est pas être un frein, c'est au contraire avoir des capacités et des compétences en plus qu'on peut mettre à profit au sein de l'entreprise. Donc, Label Family Friendly, ça c'est votre label parce que vous l'avez À tous, tous les trois, oui. Great Place, Great vous Place l'avez to Work. co-construit. Pourquoi d'abord avoir imaginé ce label? D'abord, j'imagine pour faire d'abord un diagnostic, puis ensuite pour accompagner. C'est les 1000 jours, les 1000 premiers jours. Donc quand on calcule bêtement, ça fait les 3 premières années de la vie de l'enfant, c'est bien ça? C'est quoi l'idée? Alors, c'est un label qui est porté par l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance, en partenariat avec le ministère des Solidarités et de la Santé. Et l'idée, c'était donc Nathalie Cassovi-Carini, qui est la fondatrice de l'association et aussi membre de la commission des 1000 jours, souhaitait faire vivre les recommandations des 1000 jours du rapport au sein des entreprises et engager les acteurs économiques un peu plus sur le sujet de la petite enfance et comment finalement bien accompagner les 1000 premiers jours qui sont tant importants. Vous le soutenez, vous avez travaillé sur ce label. Le label, c'est quelque chose, je dirais, chez Great Place qui est très important. C'est quoi l'utilité? C'est de dire aux entreprises, il y a celles qui vraiment s'engagent et puis il y a celles qui ne sont pas labellisées et qui sont un peu à la traîne. Parce qu'on va parler des leviers de performance. Il faut quand même comprendre que ça a une utilité de performance dans l'entreprise. L'intérêt pour moi, c'est l'exemplarité. Donc, c'est montrer à l'ensemble des entreprises qu'en fait, faire œuvre commune pour, dans une optique aussi nationale extrêmement importante. En 2020, on a eu 700 000 naissances en France, 400 000 en Italie, certains autres pays encore plus mal lotis. L'Allemagne, par exemple. L'Allemagne, la Bulgarie. En 1980, c'est 9 millions d'habitants, c'est moins de 8 millions maintenant, et une projection en 2050 de 5 millions et demi. Donc aujourd'hui, c'est un enjeu stratégique national, et donc l'entreprise doit favoriser la maternité, la parentalité, sous toutes ses formes. Nous ne sommes pas très en avance, vous avez évoqué les nouvelles mesures pour les parents. De 11 à 25 jours. Voilà, mais je rappelle juste que quand on compare avec l'Europe du Nord, des pays comme la Suède, la Norvège... Toujours cité comme l'exemple, Voilà. en modèle de politique familiale. Et on y viendra, moi je crois qu'on viendra à des congés de parentalité beaucoup plus importantes, qui seront attribués à un couple hétérosexuel, homosexuel, peu importe, et qui auront un capital temps pour contribuer justement à ce que ces 1000 premiers jours de l'enfance passent du mieux possible. Ce qui est intéressant, si je me permets, Danone, c'est une très grande marque, un très grand groupe, connu, mondialement connu. C'est vrai que j'ai le sentiment petit à petit, après cette crise Covid, qu'on donne à l'entreprise des responsabilités presque régaliennes. Elle contribue, et vous contribuez à la politique familiale française. Les Allemands n'ont pas du tout la même politique familiale en matière de garde d'enfants, d'organisation de la... c'est quand même là aussi un levier d'égalité homme-femme. Là. Oui, absolument. Et nous, évidemment, ce qu'on a mis en place il y a quelques années déjà, cette politique parentalité qui évolue vers une politique familiale pour aussi prendre en compte les aidants, donc nos parents qui vieillissent. C'est vrai. Elle est neutre en genre. Donc elle est déjà dans cet esprit de premier parent, second parent, quel que soit son sexe. Il a le droit au congé premier parent et second parent. Donc couple hétérosexuel, etc. Enfin, concrètement, vous nous avez donné l'exemple, votre exemple, c'est-à-dire vous êtes embauché, alors vous êtes enceinte, vous dites tiens, c'est quand même une entreprise un peu particulière. Ce que vous mettez en place pour les jeunes pères, parce que je ne veux pas oublier les pères qui doivent être impliqués dans la parentalité, et des jeunes mères de famille chez Danone, qu'est-ce que vous leur permettez qui fasse que quand ils sortent, ils disent ma boîte vraiment me donne les moyens de m'occuper de mon enfant et en même temps de pouvoir tout donner à l'entreprise? Déjà, il y a la politique de congé qui est extrêmement flexible et qui n'est pas vue chez nous comme le break, c'est-à-dire le congé parental, donc maternité ou paternité. Je perds mon fauteuil et mon bureau, quoi. C'est pas je reviens et je ne sais pas où je serai ou dans un placard ou quoi. C'est plutôt un levier, ça se prépare, ça permet aussi à d'autres de prendre une mission, par exemple, sur un poste. Et en général, moi, quand je suis revenue de mes 4 grossesses, j'ai toujours pris un nouveau poste.
Voilà, parce que c'était aussi la dynamique sans angoisse, parce que sans angoisse. Je pense à des salariés, des consoeurs, parce que dans le journalisme ça existe aussi, qui au moment de retourner à la rédaction, il y a une petite angoisse, la boule au ventre, on ne sait pas si on va pouvoir repartir sur le terrain. Si vous n'aviez pas d'angoisse, vous pas êtes du dit, tout, parce qu'en fait, on peut aussi avoir un retour progressif, par exemple, et puis notamment avec la crise Covid, avec le fait qu'on télétravaille beaucoup, on peut par exemple venir télétravailler 2-3 jours et puis venir sur site, de façon progressive. Et puis on accompagne les parents quand ils reviennent, et notamment moi j'ai beaucoup œuvré pour les mamans qui veulent continuer à allaiter, pour mettre en place tout ce qu'il faut pour leur au sein de l'entreprise. Non, mais il faut le préciser. Ce qui d'ailleurs pose la question, j'ai posé la question à Tiffaine de comment elle convainc un chef d'entreprise rétif, quels sont les arguments qu'elle utilise, parce que le chef d'entreprise, il a besoin de performance, il a besoin de gagner de l'argent. Il y a le débat des crèches aussi, il y a le débat d'une sorte de parentalité, mais dans l'entreprise. Comment ça se passe chez Danone, parce que les familles vous disent, mais moi il faut que j'aille poser mon enfant à la crèche, puis je dois courir dans les transports en commun, puis je perds 3/4 d'heure. Ça aussi, c'est l'idée de créer un lien direct. Je pose mon enfant, puis derrière je vais travailler. Je peux même aller le voir éventuellement pour lui faire un coucou, ce qui fait du bien. Comment ça se passe ? Exactement. En fait, on le voit comme un écosystème, c'est-à-dire que on n'est pas dans sa vie privée et puis tout de suite on va dans sa vie professionnelle. C'est que on a une vie, elle commence le matin, elle finit le soir, et il y a des moments où il faut qu'on soit à tel endroit, donc on essaie de façon flexible, avec des partenariats, des berceaux dans des crèches, ou même... C'est ça, Danone prend des espaces et des crèches, ce qui est intéressant, j'insiste un peu sur des proximités géographiques, il ne faut pas que la crèche soit à 3 km, au plus près du lieu d'habitation, c'est ça aussi l'enjeu. C'est ça l'enjeu, oui, absolument. Je vous la pose, ma question, Tiffaine, parce que je vous l'avais promise. Vous avez écrit ce livre, qui est un titre assez accrocheur, qui est intéressant, qui pose une problématique à travers ce livre. Vous dites, il y a des patrons qui ne sont pas totalement prêts à avancer sur ce sujet. Patrick Dumoulin de chez Greatplace dit, mais c'est une erreur, c'est une forme on est rétrograde. Quels sont les arguments clés, massus, que vous utilisez pour convaincre un décideur de s'engager sur cette voie ? Je pense que c'est une invitation à la transformation, et de reconnaître de là où on part et des spécificités de l'entreprise pour essayer de faire un peu mieux, en prenant en compte bien évidemment les besoins des collaborateurs, et c'est pour le bien-être des collaborateurs et des enfants qu'on le fait, mais c'est aussi pour répondre, comme on l'a dit, aux enjeux stratégiques de l'entreprise. Et quand on parle de levier pour accompagner la parentalité, on pense souvent aux crèches, parce que c'est ce qui existe initialement, mais le dirigeant peut aussi se rendre compte à travers justement le label ou d'autres initiatives qu'il y a plusieurs leviers de transformation et qu'on accompagne des parents, on favorise la conciliation des vies à travers la culture managériale aussi, à travers des politiques familiales qui sont réellement formalisées et communiquées dans l'entreprise, à travers une politique de congé familial, à travers une organisation du travail aussi qui favorise tout ça. Et donc finalement chaque entreprise... En termes d'horaire, si je peux me permettre. Oui, en termes d'horaire. Les réunions de 18h30, quand vous avez l'angoisse d'aller récupérer l'enfant à la crèche, il n'y a rien de plus terrible pour un père ou pour une mère. Enfin, vous êtes d'accord ? Exactement. Et on n'est pas productif en réunion, parce qu'en général, on la bâcle, la réunion. On est d'accord. On regarde sa montre, on n'est pas motivé, ça crée forcément des tensions. C'est ça la réalité aussi. C'est ça. Et donc l'entreprise peut choisir parmi tous ces leviers comment elle va pouvoir accompagner au mieux ses salariés en fonction de leurs besoins et de ses enjeux. C'est un levier de performance, parce qu'on est dans la qualité de vie au travail, qui est un peu dans la grande famille de la responsabilité sociétale des entreprises, et elles ont tout intérêt à prendre cette route, vous êtes d'accord ? Enfin, c'est une évidence, mais... Évidemment, si vous me permettez une comparaison, j'ai été père il y a quelques dizaines d'années, et à l'époque, je travaillais dans un très grand groupe international. Mon manager m'avait expliqué, mon manager direct, m'avait expliqué que quand même 2 jours, s'absenter 2 jours parce que ma femme venait de faire un enfant, ça intéressait personne dans l'entreprise. Bon. La semaine dernière, j'ai été pour la première fois grand-père. Et donc j'ai vu la différence avec mon gendre, la façon dont il avait abordé, accompagné son épouse pendant la grossesse, et la façon dont son entreprise répondait. Donc aujourd'hui, on a un double problème. On a beaucoup d'entreprises qui cherchent des salariés, qui n'ont pas les salariés qu'ils veulent. Il y a beaucoup de salariés qui n'ont pas de travail. Donc, on parle beaucoup d'engagement, de recrutement, de rétention des talents. Oui. Et évidemment, quand vous avez une politique de parentalité qui est tournée vers le salarié, eh bien, vous avez une raison supplémentaire, comme Françoise a dit fort justement. Elle est rentrée enceinte chez Danone, elle a fait 4 enfants. Et donc, oui, c'est un avantage
compétitif pour moi aujourd'hui. C'est une évidence. La suite pour vous, parce que c'est un sujet qui est très évolutif, qui est très. Vous franchissez des étapes, donc on labellise. Ça dure combien de temps la labellisation, le travail d'audit, j'allais dire, pour recevoir le label? Comment ça marche concrètement pour ceux qui voudraient s'y engager? Alors, la démarche est en 2 temps. Il y a en effet un audit qui est réalisé dans l'entreprise où on va étudier les pratiques sur 7 leviers. On va aussi mesurer l'impact des pratiques mises en place dans l'entreprise. Et puis ensuite, on a un sondage qui est diffusé auprès de tous les collaborateurs pour finalement, voilà exactement, pour faire le lien entre les pratiques et le vécu réel des collaborateurs. Et puis en fonction, on a travaillé justement avec le comité d'experts dont Great Place to Work fait partie au référentiel du label et aux critères d'attribution. Parce qu'il a une spécialité, parce qu'il sait faire. Exactement. Oui, parce que nous, depuis 20 ans, l'expérience collaborateur, 20 ans l'année prochaine, oui. J'anticipe un petit peu, mais ça fera 20 ans qu'on est en France l'année prochaine, et l'expérience collaborateur est au cœur de notre mission. Et en ce sens, se rapprocher de Tiphaine et réciproquement, ou de Danone, c'était pour nous une évidence. Je vous repose ma question parce que je ne voulais pas vous embarrasser dès le début de l'émission en vous posant inlassablement ma question sur les PME. Comment on fait pour toucher au plus près? Parce que c'est vrai que ceux qui ont la masse critique, les groupes qui ont des services RH, qui ont des gens pour accompagner, ça joue beaucoup, des postes comme le vôtre, Françoise. Mais toutes les entreprises n'ont pas cela. Comment on fait pour aller chercher vous savez, ces boîtes qui cartonnent bien, qui ont 100, 150 salariés, qui sont des belles entreprises, je dirais, locales, mais qui n'ont pas cette politique? Comment on fait là? Comment on va aller chercher ces boîtes-là? Moi, je serais tenté de dire que je reviens sur l'exemplarité. Donc, communiquer. Ce qu'on fait là, d'ailleurs, ça peut donner envie. Une émission comme la vôtre peut donner envie. La deuxième chose, c'est qu'il y a un renouvellement quand même des générations qui s'effectue. Vous avez beaucoup de jeunes femmes et de jeunes gens très brillantes et très brillants qui créent des start-up en France. Et je peux vous dire qu'ils ou elles montent vite en nombre de salariés et que la question de la parentalité vient au cœur des réflexions des salariés rapidement. Aussi, c'est lié à l'équilibre vie professionnelle, vie privée et aussi à l'équilibre femmes-hommes. Donc, le tout concorde à faire avancer les choses. Moi, je dirais, nous, effectivement, on est un grand groupe. On se veut évidemment d'être reconnu. On fait énormément de choses, mais on veut inspirer aussi. Et même si on a des filiales dans des pays qui sont petites, et en fait, notre objectif, c'est de labelliser toutes nos filiales. Vous allez jusqu'aux filiales de bien pays sûr. Moins avancés que la France? Oui, absolument. Et c'est ce qu'on a fait avec notre politique parentalité. On l'a déployée dans plus de 55 pays. Et évidemment, on la localise parce qu'il y a le contexte local, il y a la culture, forcément. Il y a la législation. Et il y a des pays où c'est plus familial, on va dire. La suite pour vous, c'est quoi le combat suivant là? Parce qu'on voit qu'il y a une transformation. J'imagine que vous le ressentez quand vous allez rencontrer ces entreprises. J'ai le sentiment qu'on est en train de vivre, alors je pèse mes mots, mais une forme de révolution du travail et du rapport au travail. Est-ce que vous le ressentez? Complètement. L'enjeu, c'est vraiment de pouvoir démocratiser cette manière d'accompagner la parentalité et de soutenir la conciliation des vies. C'est pas à côté, il faut que ça soit dedans. Oui, et que toutes les entreprises se sentent concernées, tous les dirigeants puissent agir, alors pas forcément de la même manière, mais puissent au moins faire le premier pas. Et montrer que c'est possible et qu'en effet il y a un retour sur investissement, c'est pas beau de le dire comme ça, mais si, parce que c'est une réalité de l'entreprise. Exactement, et que l'entreprise a tout à y gagner. Ouais, vous êtes d'accord? Juste chez Danone, il y a forcément des enjeux, et sans revenir d'ailleurs sur les récents débats autour de votre entreprise, ce n'était pas le sujet du jour, mais il y a des enjeux économiques, il faut de la performance, vous avez des actionnaires, il y a des gens qui, au-dessus, investissent dans des entreprises et exigent des retours sur investissement. Cette politique-là, elle est validée, ils la soutiennent et ils considèrent que c'est la bonne stratégie pour faire grandir l'entreprise? Oui, parce que ça engage et puis parce que faire des gens heureux dans l'entreprise, ça fait des gens plus performants, plus efficaces en fait. Et on a l'exemple, je cite souvent l'exemple de l'Italie qui a mis en place justement tout un training autour des parents et des compétences qu'on acquiert ou qu'on se découvre en tant que parent, la rigueur, la patience, la ponctualité, des choses comme ça. Et on dit, ça c'est
des compétences qui sont extrêmement importantes à mettre en œuvre aussi dans le cadre du travail. En fait, on n'est qu'un, on est parent, employé, mais on n'est finalement qu'une personne. D'ailleurs, tiens, pendant qu'on y est, parce que pendant qu'on est jeune mère de famille, vous reprenez, on peut évoluer, reprendre comme on le souhaite chez Danone et ailleurs d'ailleurs, et puis vous recevez un mail, on est tenté d'y répondre, mais en même temps il y a le biberon ou il y a l'allaitement. Comment ça se vit ça? Parce que c'est aussi ça la réalité d'une cadre dans une grande entreprise. On a quand même envie de répondre aux mails, mais en même temps on est mère de famille et puis il faut qu'on s'en occupe. Comment ça se fait ça? Comment ça se vit? Ça c'est très concret, c'est ça la réalité aussi d'une mère de famille. Ça se vit très bien. Enfin, j'ai tendance souvent à dire que... Tout en touillant en même temps les pattes pour l'aîné. Alors moi j'ai allaité longtemps, donc du coup c'était assez pratique. Mais en fait, je trouve qu'on dit souvent qu'on a une vie privée, vie professionnelle. Pour moi, j'ai qu'une seule vie. C'est ça, parce que c'est notre parfois, titre. elle est un peu plus privée. Et parfois, dans ma voiture, je pense à ma vie privée. Et parfois, au boulot, je me dis, tiens, faut pas que j'oublie ça. C'est compliqué la frontière. Hein, donc en fait, pour moi, il n'y a pas de frontière. C'est juste qu'à un moment donné, je dédie ce temps-là où j'en ai besoin, en fait. Et donc, j'ai aucun problème à ne pas répondre. D'ailleurs, nous, on a une bonne pratique qui est dans les mails. Si ce mail est reçu en dehors des horaires classiques, merci de ne pas y répondre. Voilà. Donc, en fait, ça met à l'aise tout le monde. C'est quoi l'horaire classique? Excusez-moi, parce que c'est un débat qu'on a eu sur le droit à la déconnexion. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est 19h, on arrête? Non, c'est 9h, 18h. 9h, 18h. Voilà, à 18h, tu arrêtes de me harceler, sauf... Oui, après, c'est pas 18h01, mais en fait, voilà. Mais pas à 21h pour hormis cas exceptionnel. On n'opère personne à cœur ouvert, donc tout peut attendre, je dirais. Vous êtes d'accord avec ça? C'est refixer des règles, finalement, ce que disait Patrick, un peu de bon sens, une forme de vertu aussi dans le rapport à l'autre. C'est aussi ça, d'une manière globale, cette relation à la parentalité. Excusez-moi de leur dire, mais les femmes, souvent, on leur reproche de trop parler de leurs enfants au bureau. On a ce type-là, quand même, dans l'entreprise. Ça existe toujours. Non, j'invente ou j'invente pas? Non, mais je crois que les choses évoluent. Par rapport au message qu'on souhaitait faire passer, ou moi je souhaiterais faire passer par exemple, l'année prochaine, ce sont les élections présidentielles. C'est exact. J'aimerais interpeller les candidates et candidats sur à la fois la politique nataliste de la France, mais aussi la politique nataliste des entreprises. Qui se porte mieux que les autres pays, mais qui n'est pas top, qui est, qui est légèrement en baisse. On voit qu'on est sur une pente légèrement glissante, qu'on peut encore inverser. Ça, c'est un sujet vraiment central pour moi de la prochaine élection. Donc j'espère qu'on pourra les interpeller. Ensuite, dans l'entreprise, je crois qu'il y a sous l'impulsion des jeunes générations, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et puis, les jeunes femmes et les jeunes gens qui rentrent dans une entreprise n'hésitent pas ou n'hésitent plus à interpeller verticalement. À le dire. Et à le dire. Absolument. Vous pouvez aussi avoir le poids du réseau social interne et d'autres choses, et ils n'hésitent pas à interpeller. Donc il y a une pression qui vient de la base, j'allais dire, des femmes elles-mêmes, ou les hommes d'ailleurs. Une prise en compte de leurs intérêts de papa et de maman, et des aidants aussi, comme Françoise, tu l'as si bien dit. Et donc aujourd'hui, des dirigeantes et des dirigeants qui resteraient sourds à ces messages risquent surtout de perdre des salariés. Ça devient un critère de choix d'une entreprise. Oui. Mais comme quand on va dans un restaurant et qu'il y a le petit logo perso, on sait qu'on peut rentrer avec une poussette. Ou un label particulier d'une certaine cuisine avec des produits frais et français. Exactement. On se dit tiens, je vais y aller parce que effectivement c'est un élément aussi d'engagement et de rétention des talents parce que certains vont bouger. Évidemment. C'est ça aussi l'enjeu, c'est de garder les meilleurs parce que c'est un des éléments. Il y a plusieurs éléments. Il y a le vôtre, la parentalité, puis il y a aussi le télétravail, si je peux me permettre, qui est un autre élément qui vient se greffer à cette question, peut-être d'ailleurs la question de la parentalité. C'est sûr que le télétravail floute ses frontières et amène un nouveau sujet autour de la parentalité. Moi, ce que je pense important, c'est aussi l'exemplarité des dirigeants réellement. C'est qu'au-delà de toutes les politiques... Pas de la com. Qu'est-ce que les dirigeants s'autorisent à faire? Est-ce que réellement, mon manager s'octroie de partir un peu plus tôt pour aller chercher ses enfants à l'école? Oui, on n'aurait pas de dire depuis... Cette exemplarité vaut mieux que toutes les politiques. On dit que dirigeants et managers, Tiffany. Vous avez remarqué, on ne dit pas dirigeante et manageuse. On l'a peu dit aujourd'hui. Oui. Il y en a quelques-unes, des manageuses. Quelques-unes, quand même. Et c'est ça, celui qui montre l'exemple, qui dit, mais moi, je suis désolé, à 16h30, j'ai réunion avec l'instit et je vais y aller. Ça déculpabilise. Et de ne pas hésiter à le dire. Moi, je sais que mon boss, il va dire, là, je dois m'occuper de mon fils, il faut que j'y aille, en fait. Bon, c'est un grand, mais peu importe, en fait, à tout âge, on a besoin d'être parent. C'est démystifier, en fait, le sujet. En fait, il y a un peu une pudeur, il y a un peu une sorte de honte dans cette espèce d'univers un peu patriarcal. On n'ose pas, comme si on allait fendre l'armure pour dire, je m'occupe de mon enfant.
Et en fait, il faut l'assumer. Oui. Pour une raison très simple, c'est qu'en France, on a été, dans beaucoup de grands groupes et même d'autres, des adeptes du présentéisme. Exactement. Et donc, à un moment, Et le Covid on doit s'interroger sur la productivité et l'efficacité d'une ou d'un salarié après 18 heures. Et quand il a fait 9 heures, c'est comme s'il avait fait un effort sportif de longue durée. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il batte des records dans la dernière ligne droite. Donc, un temps de travail et un temps de vie équilibré, finalement, ça va servir l'entreprise. Avant de nous quitter, la belle Family Friendly, j'imagine que vous êtes labellisé. On est en train. Ah, vous êtes en train, d'accord. Ils sont pilotes dans la démarche. C'est vous, parce que forcément, ça va. C'est quand le deadline A priori à la rentrée. Voilà, c'est ça. Courant septembre-octobre. Qu'est-ce qu'ils font ils mettent sur leur site internet, il y a un logo, il y a un label, on l'utilise. Qu'est-ce qu'on en fait chez Danone de ce label quand vous l'aurez? On a un logo. Alors déjà, on va le dire parce que je pense que c'est une belle reconnaissance. Vous allez communiquer dessus. A priori, on va le communiquer, oui, bien sûr. Et puis j'espère qu'on va donner envie à d'autres et on va le faire dans d'autres pays. On espère l'exporter dans d'autres pays parce que Danone, c'est pas que en France, groupe évidemment. Mondial. Donc il y a déjà des pays très intéressés, l'Indonésie, l'Italie, l'Espagne. Enfin, voilà. Donc, la France comme exemple, parce que ça oui, donne aussi à travers ça une forme d'exemplarité de la France. Absolument. À travers Danone, qui est une marque évidemment connue mondialement et très connue en France. Combien d'entreprises là ont commencé à faire toc-toc au label en disant bonjour madame, je voudrais être labellisée? Aujourd'hui, il y a 3 entreprises pilotes, donc Danone, Utopie et Doctolib. Et fin d'année 2021, début d'année 2022, on ouvrira à 10 nouvelles entreprises qui souhaiteront... Et tout ça, évidemment, en lien avec Great Place to Work. Oui, parce que Great Place to Work, nous, on évalue l'expérience collaborateur, la qualité de vie au travail depuis très longtemps. Et ça ne peut que servir l'attractivité des entreprises, le label qui est développé présentement. Merci à vous trois. C'était un vrai plaisir de partager ce moment et de prendre le temps de parler de ce sujet en profondeur. Merci Patrick Dumoulin, président de Great Place to Work. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci à Tiffaine Mayol avec ce livre qu'on a vu plusieurs fois, consultante, et puis ce label. N'hésitez pas, il y a un site internet, donc tout vous sera expliqué sans aucun problème. Et puis j'ai envie d'aller chez Danone. Moi, vous m'avez donné envie. Merci à Françoise Cardozo, en charge de l'innovation Health Innovation chez Danone, entreprise mondiale. C'est vrai que c'est une entreprise qui donne envie. Merci à vous trois. C'est terminé. Je suis un peu en retard. Merci à Fanny Griesmer, évidemment. Merci à Pauline Gratel, merci à Emma Benassi pour l'accueil invité. Merci à notre réalisateur Romain Luc et au son Alex pour le son. Merci, je serai là demain en direct. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye.